Bonjour, bienvenue à la poursuite de notre chapitre Intonation et pause. Donc, il y a plusieurs parties, nous en sommes à la partie 5. Donc, Paul raconte son expérience d'avoir eu des images mentales, un sous-texte quand il a joué. C'est ainsi que je suis arrivée à apprécier à leur juste valeur les mots qui m'avaient été imposés. Je suis arrivée à les aimer comme s'ils m'avaient appartenu en propre. Je me suis emparée d'eux. Alors, c'est intéressant, c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente, qu'il faut s'emparer des mots, des images intérieures, le cinéma intérieur. Ils avaient un but précis et vivant. Ils devaient servir à amener ma partenaire à prendre conscience de l'importance de ce que j'avais à lui communiquer. Aussitôt que les mots sont devenus ma propriété, je me suis sentie tout à fait à l'aise sur scène. Donc, on a une raison d'être là, à l'écran, au cinéma, peu importe, c'est toujours la même chose. C'était une sensation merveilleuse que d'être capable de me dominer, que d'avoir conquis le droit de ne pas me presser, d'obliger calmement les autres à entendre. L'un après l'autre, je plantais les mots dans la conscience de mon objet, le partenaire, et chacun de ces mots amenait avec lui une signification lumineuse. Il n'y a pas de silence dans le fond. C'est un texte sourd habité, que moi j'appelle. C'est pas un silence, c'est un texte sourd habité. Donc c'est à l'intérieur de soi, il se passe quelque chose pendant qu'on fait un silence, pendant qu'on observe l'autre. Et ça, la caméra le capte 100 000 à l'heure, parce qu'au cinéma, c'est une histoire racontée avec des images, tandis qu'au théâtre, c'est une histoire racontée avec des mots. Donc, un silence n'est pas un silence au cinéma, non plus au théâtre, mais c'est habité autrement, c'est perçu, reçu autrement du fait qu'il y a une caméra. Bon, alors, je continue. Il parle à son ami comédien et il dit « Tu sais combien nous sommes l'un et l'autre effrayés lorsque nous avons à vivre un silence sur la scène. En fait, il n'y a pas eu réellement de silence, car même lorsque je me taisais, je n'ai jamais cessé d'être en pleine émotion. » Donc, ce que je disais, c'est pas un silence, c'est un texte sourd, habité, dans le sens de l'émotion. Alors, l'autre dit « Voilà, tu viens de mettre dans le mille. Convaincre ton partenaire. C'est ainsi que tu peux parvenir à te convaincre toi-même. Et si tu es convaincu, tous les gens qui t'entoureront seront encore plus convaincus que toi. » Antérieurement, dans d'autres chapitres, je parlais d'une question de vie ou de mort quand tu joues, puis je parlais d'un de mes élèves qui était undercover. C'était une question de vie ou de mort pour lui de bien réussir son rôle. On doit aborder un texte de la même manière, on doit convaincre. Donc, on continue. Parler, c'est agir. Ce qui doit vous animer, c'est le désir de transmettre votre vision interne et c'est le désir qui engendre l'action. Donc, je désire dire quelque chose, je désire convaincre, donc je vais me mettre dans l'action, je vais parler. Donc, quel est le moteur qui t'amène à parler, à dire ton texte? C'est ça qu'il faut trouver. Dans le premier cas, la parole est histrionique. Dans le second cas, elle est humaine. Histrionique, c'est utiliser son apparence physique en adoptant des comportements de séduction et de provocation inappropriés pour attirer l'attention des autres. C'est un trouble de la personnalité. Donc, quelqu'un qui veut juste s'écouter parler, qui veut qu'on le regarde, qui a besoin d'attention, c'est un comédien histrionique. Et dans le second cas, c'est un comédien qui veut transmettre l'âme humaine. Est-ce que vous connaissez les comédiens histrioniques? Vous me direz. J'en connais. Quand on aborde un texte, il doit être de l'intérieur. Cet œil intérieur doit être accommodé à l'existence du personnage que nous jouons et non à notre existence d'acteur jouant le personnage. Donc, notre œil intérieur, sa vision doit être la vision du personnage que l'on joue et non la nôtre. C'est pourquoi lorsque nous sommes sur scène, notre principale occupation doit être de retrouver constamment dans notre propre vision intérieure les éléments apparentés
à ceux qui pourraient exister dans la vision intérieure du personnage. Le courant interne des images nourrit toutes sortes d'inventions de circonstances données et infuse à la vie du personnage. Donc, en gros, nous, on doit trouver des images intérieures qui sont dans notre subconscient pour les donner à notre personnage, pour le nourrir. Bon, c'est dit dans d'autres mots, mais ça revient un peu à ça. Ainsi, nous parviendrons à avoir pour le texte entier de la pièce un courant d'images, un sous-texte semblable à un film cinématographique constamment projeté sur l'écran de notre vision intérieure et destiné à nous guider, tandis que nous parlons et que nous agissons sur le plateau. Donc, on a le film dans notre tête et ce film-là, on le transmet aux personnes qui nous écoutent. Et puis, lui, il parle d'images par rapport au sous-texte. Moi, je parle aussi d'images, mais les images vont venir grâce à des mots. Donc, je fais écrire le sous-texte comme « je t'aime », mais là, après, j'ai l'image de « je t'aime » si je dis plus, dont je parlais dans l'autre vidéo. Donc, l'acteur, moi, je résumerais ça comme l'acteur, c'est le projecteur et le spectateur, c'est la toile. Donc, dans ton projecteur, il y a des images. Chacune des lignes de votre texte doit être accompagnée d'une illustration imaginaire. Ainsi, ce que vous direz dépassera le sens des mots et s'enrichira de toutes vos images. Donc, c'est comme de la magie. On transfère nos images aux spectateurs et aux partenaires qui nous écoutent, avec qui on joue. Étudiez-les avec le plus grand soin et faites-en une description aussi précise, complète et vivante que vous pourrez. Donc, si vous êtes bon en dessin, dessinez-les. Si vous voulez découper des images que vous trouvez qui correspondent à ce que vous avez en tête, faites-le. Moi, je dis aussi d'écrire le sous-texte, pas juste de mettre des images, mais c'est deux façons de faire qui amènent de toute façon à des images. Alors, il parle de mémoire visuelle. Ainsi, en ayant bien présente à l'esprit toutes ces images intérieures, nous pensons au sous-texte de notre rôle et nous le sentons. Voilà, on doit le sentir, on n'en sort pas. Sentir. Si vous êtes des personnes qui n'ont pas envie de faire un travail aussi approfondi de recherche émotive, ben tout de suite vous vous dites c'est pas pour moi top. Créer la continuité des images intérieures pour la transmettre dans les mots. Alors ça fait en sorte qu'on a de la présence. Si un professeur dit « aie de la présence sur scène », moi on m'a déjà dit ça, ben oui, mais je veux bien, mais comment? Alors c'est ça, avec des images. Il faut que ce film intérieur se déroule souvent devant l'œil de votre esprit. Tu regardes ton propre film. Décrivez comme un peintre ou comme un poète tout ce que vous voyez chaque fois que vous jouez et comment vous le voyez. C'est en passant en revue ce film intérieur que vous parviendrez à être constamment conscient de ce que vous devez dire et de ce que vous devez faire quand vous serez sur un plateau. Donc, c'est ce qu'on appelle la présence. Tu es connecté à tes images, que tu transmets les images que tu reçois de l'autre, à laquelle tu vibres. Donc, c'est ça de la présence. Quand la continuité du sous-texte de votre rôle menace de se briser, parce que des fois, notre esprit va ailleurs, ah oui, qu'est-ce que je fais à soi? Pour revenir, cramponnez-vous immédiatement aux objets concrets de votre vision interne, comme vous vous cramponneriez à une bouée de sauvetage. Là, il dit objet concret de votre vision interne. C'est un peu une antithèse. Les objets concrets de ma vision interne. Donc, ce que j'ai construit, je pense que ça serait l'objet concret de ma vision interne. Donc, ce que j'ai construit, c'est ma vision interne, donc m'accrocher à mes images. Nous savons tous que le texte d'un rôle perd de sa qualité percutante à force d'être répété. On en a parlé tantôt. Au contraire, plus vous répéterez vos images visuelles, plus elles deviendront puissantes et précises. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pas parce qu'on le répète souvent que ça perd de sa nouveauté. C'est à force de voir ces images-là, les images, elles vont s'affiner, puis il va y en avoir d'autres qui vont se greffer. Des détails qui vont naître. Bon, là, on passe à une autre façon de voir, une autre façon d'enseigner. Là, il va parler de diviser les paroles en séquences, de ne pas tout bouler son texte d'un coup. Alors, comme vous le savez sans doute, les pauses ont une double fonction.
Parce que quand on fait une pause, ça va changer le sens de la phrase. Si je dis « Pardon, impossible, envoyé en Sibérie ». Ou bien si je dis « Pardon, impossible, envoyé en Sibérie ». Dans le premier cas, il s'agit d'une grâce et dans le second, il s'agit d'un exil. Donc, la pause peut tout changer. Comme une virgule peut tout changer. Là, son professeur a amené l'élève à diviser les phrases en groupes de mots et en fait, ces groupes-là, ils fondaient les mots presque en un seul mot. Hein? Et en respectant les signes de ponctuation. Moi, j'enseigne beaucoup la ponctuation. Quand je coach, la ponctuation est très importante parce que je dis que la ponctuation, c'est la façon dont l'auteur a de nous faire part de la façon qu'elle ou lui entend le texte dans sa tête. Donc, la ponctuation est très importante. Alors là, l'élève redit son texte et il insère des pauses puis il divise ça en séquences. Mais là, le professeur n'est pas content. C'est un professeur assez rude. Le seul ennui, c'est que nous ne sentons encore rien de ce texte, dit-il. Vous êtes si pressé que vous ne vous donnez pas à vous-même le temps de pénétrer à l'intérieur de ce que vous dites. Vous ne prenez pas le temps d'étudier et de sentir ce qui se cache derrière les mots. Donc, il faut prendre le temps de les sentir. Vous ne pourrez pas progresser tant que vous n'aurez pas fait cela. Vous devez tout d'abord vous débarrasser de votre art. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Il faut prendre son temps, que ce ne soit pas des pauses vides, mais des pauses habitées. Puis lui, il parle que la ponctuation peut nous aider. Donc, dans mes formations, on en parle plus amplement de la ponctuation, comment jouer la ponctuation. Donc, je vous en reparlerai si vous prenez une formation. Il dit que c'est précisément cette qualité inhérente aux signes de ponctuation qui peut vous empêcher d'accélérer votre débit. Donc, ensuite de ça, il parle de la technique de la virgule, il parle de phonétique, puis il continue sur des exemples vraiment précis, c'est trop technique pour que j'en parle comme ça. Il parle des deux sortes de pauses. Il dit qu'il y a la pause logique, forme mécaniquement les phrases d'un texte et contribue par là à les rendre intelligibles. Donc, on prend une pause technique, en fait. Et il y a la pause psychologique qui ajoute la vie aux pensées et aux phrases. Elle aide à transmettre le sous-texte contenu dans les mots. Un texte dépourvu de pause logique est intelligible, dépourvu de pause psychologique est sans vie. Donc, intelligible pour prendre des pauses pour bien comprendre le sens de la phrase et des pauses psychologiques pour donner de la vie. Ensuite, il dit un grand acteur a dit que votre langue soit pleine de retenue et que votre silence soit éloquent. Donc, on a parlé de la retenue, d'avoir une grande émotion que l'on tente de retenir et que nos silences soient éloquents, soient pleins de sous-textes, d'images colorées qu'on tente de transmettre par les vibrations de notre corps. Je trouve ça très beau. Il dit ici, les mots se trouvent remplacés par le regard, par l'expression du visage, par l'émission de radiation invisible et par des mouvements à peine perceptibles, mais significatifs pour toutes sortes de moyens de communication consciente et inconsciente. Donc, c'est ça que je viens de dire. Tu parles pas, mais tes petits battements de cils, puis ton petit mouvement, tu sais ce que l'autre veut dire, même s'il y a un silence. Alors, la pause exprime souvent cette partie du sous-texte qui provient non seulement de notre conscient, mais aussi de notre inconscient. Supposons par exemple que notre compagnie théâtrale s'en aille en tournée à l'étranger. Nous amenons tous nos élèves acteurs, sauf deux. Le professeur dit « Lequel ?» Paul répond « Moi et... » C'est une pause psychologique. Vous et... C'est une pause psychologique. La pause psychologique ne s'embarrasse pas de considération de durée. Elle peut être aussi longue qu'on veut. C'est comme si moi j'étais au Gémeaux puis je présentais la catégorie acteur jeunesse, par exemple. Et là, je dirais et le gagnant est.
Donc ça, c'est une pause psychologique parce que on attend de voir la réponse. Les personnes qui sont nominées sur Reddit, les amis, tout ça. Donc c'est ce temps-là qui est habité. Dès que la pause a rempli son office, elle doit laisser place au mot parler. Hein? Son office étant sa fonction, et là, il faut dire qui gagne. Il existe une autre sorte de pause que l'on appelle dans le vocabulaire des chanteurs d'un mot allemand, Luftpause. Ce qui signifie pause respiratoire, Luft. C'est un arrêt extrêmement bref, suffisant tout juste à une inspiration rapide. Elle ne prend pas plus de temps qu'un clin d'œil. C'est vraiment comme quand on nage, on fait de la natation, on tourne la tête pour respirer. Donc, ça a fait en sorte de donner plus d'oxygène pour continuer à parler. Mais c'est pas comme ça. C'est vraiment une petite inspiration par la bouche. Retenez bien que la pause est un élément important, un véritable atout pour quiconque veut pratiquer la technique de langage. Donc, il dit ça ici. Là, il prononçait des mots intelligibles avec un élan et un feu impressionnant. Il parle de comédien qui jouait. Le regard de Tolstoï exprimait alors ce qu'il ne disait pas avec des mots. Tout ceci était animé par une immense force intérieure, sans aucun cri. Dans de tels moments, il avait presque les larmes aux yeux. Peu importe, parce qu'il parle d'une pièce qui a été jouée dans une autre langue. Peu importe la langue, si c'est bien joué, on va comprendre. On va comprendre les émotions. Donc, il commence à parler en charabia avec ses élèves. Donc, les élèves comprenaient et entendaient le sens que le prof voulait donner en parlant en charabia. Il dit, j'ai parlé un langage que vous ne compreniez pas. Cependant, vous m'avez écouté avec la plus grande attention. Personne ne m'a fourni de sous-texte. J'ai dû moi-même placer mes propres conceptions, mes images, mes sentiments et mes pensées sous les sons que j'émettais. Moi, j'appelle ça du charabia. Donc, si c'est bien joué, on va comprendre. Y scalamo esta la final que se por la concita de esta sapitri como la cultura la final con un presente que pasa. Dubai, si cumple.